Radio J. Radio J. Géopolitique, le MAG. Steve Nadjar. Radio J. Bonjour Mathéo Malik. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le rédacteur en chef du site Le Grand Continent, une formidable revue en ligne pour tous ceux qui s'intéressent au débat stratégique et politique sous ses différentes formes. Le Grand Continent qui a fait paraître il y a quelques semaines son 4e volume annuel, toujours aux éditions Gallimard. Il a pour titre cette fois L'Empire de l'ombre, guerre et terre au temps de l'IA et réunit 16 contributeurs. Nous allons y revenir dans le détail avec vous. En tant que chercheur, en tant qu'intellectuel, Mathéo Malik, est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui de penser les mouvements du monde sans réfléchir à la déflagration portée par le développement de l'IA générative aujourd'hui et demain générale? Merci beaucoup pour cette invitation et pour cette question. Effectivement, vous avez mentionné le titre de ce 4e numéro. Il a un sous-titre qui, à mon avis, permet en partie de répondre à votre question. Guerre et terre au temps de l'IA. Les deux parties, guerre et terre, sont des choses quand même très anciennes. Depuis presque les débuts de l'humanité, la guerre et la terre sont... quand il y a un enjeu de rivalité territoriale, la guerre arrive et on se rend compte que c'est aujourd'hui encore le cas en Ukraine depuis 2022, proche de nous, mais aussi dans d'autres endroits du monde. Au temps de l'IA, c'est évidemment cette grande disruption qui arrive et qui bouleverse de nos vies quotidiennes jusqu'au travail, en passant évidemment par les nouvelles formes de guerre, les nouvelles manières de faire la guerre, et c'est aussi dont il est aussi question dans ce volume. Donc, pour répondre à votre question, effectivement, non, il est impossible, en tout cas c'est un peu un des postulats de ce volume, de parler aujourd'hui, d'essayer de faire l'exercice qu'on fait, au fond, qu'on essaye de faire chaque année, de cartographie, un peu de grand contextualisation, on peut dire, de l'état du monde, en faisant complètement l'impasse sur ce qui est à la fois une rivalité de pouvoir entre la Chine et les États-Unis, et d'autres d'ailleurs, mais au fond, cette idée de la course à l'IA, il faudrait être le premier dans cette technologie de rupture, qui est absolument expérimentale, dont on ne sait pas du tout où ça va nous mener. Mais qui va déterminer l'avenir des 50 ou 100 prochaines années. Qui pourrait très fortement, effectivement, le déterminer, et qui surtout commence déjà, parce que je pense qu'on peut faire des prédictions, mais rien n'est inéluctable. C'est aussi une des leçons c'est un peu un des conseils que nous donne Giuliano d'Empoli, l'auteur du Mage du Kremlin et de l'heure des prédateurs, à la fin de l'introduction de ce volume. Rien de tout ça, au fond, n'est inéluctable, mais on peut déjà commencer à essayer de chercher, d'extraire ce qui est sous nos yeux, mais qui est parfois enfoui derrière le flux, effectivement, d'une actualité chaotique, galopante, vertigineuse. Et le constat a eu du mal à être formulé par les décideurs, notamment les décideurs européens. Je pense qu'il y a deux choses. Enfin, il y a d'abord oui, il y a eu un retard, effectivement, dans la prise de conscience de ce que des transformations, enfin du lien qui pouvait être fait entre le développement de cette technologie par des acteurs en Chine et aux États-Unis, notamment dans la Silicon Valley. Je pense que ce qui crée aujourd'hui le réveil, et c'est vraiment au cœur du volume, c'est du côté américain comment ces réflexions sur l'IA qui étaient menées dans la Silicon Valley aujourd'hui sont complètement arrimées au pouvoir à la Maison-Blanche, à Washington. Exactement. Alors cet empire de l'ombre s'appuie sur des incarnations omniprésentes, souvent tonitruantes également, ainsi de Musk et de Trump. Elon Musk a regretté hier d'être allé trop loin dans ses critiques à l'égard de Donald Trump. Le président américain se dit en retour reconnaissant du geste. Le patron de Tesla qui avait annoncé il y a 2 semaines son retrait du Doge, le département de l'efficacité gouvernementale. Retour à la normale, donc, si j'ose dire, Mathéo Malik, ou est-ce qu'on peut dire que le divorce spectaculaire d'il y a quelques semaines est presque oublié? Le mot-clé, c'est évidemment spectaculaire, parce que pour faire du bon spectacle ou de la bonne télévision, comme dirait Trump, ceux qui n'avaient pas noté ça, vous savez, le fameux moment, la fameuse mise en scène terrible avec Vance, Trump et Zelensky dans le bureau ovale se finit sur ces mots de Trump, on a fait de la bonne télévision. On parle quand même d'une guerre qui fait... Bon, je pense que le mot-clé que vous venez de prononcer, c'est vraiment spectaculaire. C'est-à-dire qu'il y a un papier en ouverture de ce volume qui introduit le concept d'hypnocratie, pour expliquer au fond que, si je devais résumer assez brièvement... on va y revenir dans le détail après. On y reviendra, mais en gros, le duo hypnotique Trump-Musk fait complètement partie du dispositif
qui permet également de brouiller les pistes. Mais le message derrière et le projet surtout est très clair. Donc, je ne sais pas si la rupture est définitivement consommée. C'est clair que depuis le début, on voyait bien ce duo qui surenchérissait constamment pouvait peut-être se fracasser parce que la présidence Trump, organisée autour d'une espèce de super pouvoir exécutif avec une ambition très très claire, et là encore, je pense qu'il faut le redire et le répéter parce que tout le monde n'a pas pris forcément la mesure de ça, qui est un projet de renversement de la République aux États-Unis et de mise en place d'un empire, en passant par une monarchie, donc une organisation monarchique du pouvoir. Sauf que, par opposition et à l'inverse des monarchies européennes qu'on pouvait connaître, où les rivalités de cour peuvent se jouer avec un langage codé, voilà, avec la civilisation, vous voyez, la dimension civilisée, polie, où il faut un Saint-Simon pour les décrypter. Bon, aujourd'hui, ça se passe sur Twitter et à coup effectivement, de spectacle. Donc, effectivement, c'est clair et c'est brutal à chaque fois. C'est brutal, mais en même temps, comme on le voit, ça change aussi tous les jours. Et donc, c'est ça la chose qui, je pense, est intéressante. C'est tout à fait inédit ce qui s'est passé dans les premiers mois de la présidence avec Trump-Musk. Et c'était une chose qui n'était pas, dont on pouvait anticiper qu'elle serait là, mais Musk est extraordinairement impopulaire, il n'a pas été élu. C'est évident, évidemment, mais il faut quand même le redire parce que voilà, on a eu une espèce de diarchie à la tête des États-Unis. On a parlé d'un vice-président officieux des États-Unis. Un vice-président officieux, mais qui est clairement quelqu'un qui agit qui a un programme évidemment et une idéologie, mais qui agit aussi dans son intérêt personnel et d'enrichissement. De même que Trump d'ailleurs. Il y a désormais des métriques qui permettent de voir le niveau d'enrichissement de Trump depuis le début de son mandat, que ce soit par les cryptos, par les contrats gouvernementaux, etc. C'est absolument clair. Donc là aussi, je pense que la dimension spectaculaire, la dimension hypnocratique, pour reprendre le concept formé par Janeway Xun dans le volume, est absolument à l'œuvre. Alors, j'allais y venir à cet auteur, Janeway Xun, qui est donc l'auteur du premier texte de ce volume. Il présente Donald Trump, ce duo Donald Trump et Elon Musk, comme un duo emblématique d'une nouvelle ère, celle de l'hypnocratie. Je le cite, tous deux ont perfectionné l'art de susciter des crises pour ensuite se présenter comme la solution. Jusqu'où leurs intérêts sont-ils liés ? C'est toute la question. Effectivement, je pense qu'en politique, de toute façon, un projet tient parce que chacun tient l'autre par les intérêts que l'autre veut mettre en avant et veut voir s'accomplir. Il y a un autre texte qui arrive juste après celui-ci dans le volume qui est, à mon avis, très, très intéressant pour comprendre ça et qui peut être intéressant à lire à l'aune, effectivement, et à l'actualité de cette rupture, entre guillemets, Trump-Musk. C'est le texte de Lorenzo Castellani sur l'ère de l'accélération réactionnaire. Et c'est un texte, au fond, qui essaye de décrire la nouveauté dans la coalition électorale qui a fait élire Trump. Parce que, un alliage incompatible a priori. Exactement. On va en parler juste après. Voilà, non, mais c'est exactement ça, là, le cœur, je pense, de cette question. C'est-à-dire, au fond, le problème que pose Musk, et on le voit déjà, en fait, il y a déjà des études qui sortent sur le grand mécontentement d'une part, alors c'est pas tout le monde, mais une part de l'électorat de Trump vis-à-vis de Musk. Musk est très impopulaire. Et les électeurs, une grande partie des électeurs des classes ouvrières, laborieuses, qui ont voté pour Trump, ne veulent pas de Musk. Et même si ça représente une petite partie... Qui soutenait dans le passé les démocrates. Qui soutenait dans le passé des démocrates. Alors, s'il n'y a pas exactement, pas les matrices exactes de report, mais c'est clair que, en fait, cette espèce de passage en force de la Silicon Valley, qui est possible, qui est complexe, qui s'explique aussi par d'autres raisons, qui s'explique aussi par une conversion idéologique de la Silicon Valley. Musk, je veux dire, jusqu'à il y a quelques années, était un démocrate libéral au sens américain, donc plutôt de centre-gauche, avec beaucoup de guillemets. Tout comme Zuckerberg de Meta. Évidemment, tout comme Mark Zuckerberg, tout comme Sam Altman, qui se présente effectivement comme un progressiste, qui veut faire avancer l'humanité, dont on publie aussi un texte dans le volume, et qui aujourd'hui, tous ces gens-là, il y a ceux comme Musk ou comme Peter Thiel depuis 2016 qui finançaient Trump, il y a ceux comme Musk qui ont financé massivement, qui a même dit « je suis responsable en fait moi de l'élection de Trump », mais il y a tous ceux qui effectivement ont payé pour être présents lors de l'inauguration, de l'investiture ou du sacre plutôt de Trump le 20 janvier dernier.
Le même auteur pointe dans son texte les spécificités de ce qu'il nomme, vous le disiez Matteo Malik, l'empire de l'hypnocratie, fragmentation et mise en opposition des discours par le jeu des algorithmes, ces technologies hypnotiques de masse. Comment est construit cet écosystème dont l'objectif est principalement et premièrement l'altération des états de conscience? Encore, ça fait partie des choses qu'on sait, mais vous ouvrez Twitter aujourd'hui, racheté par Elon Musk, renommé X, que vous suiviez tous les comptes, si vous voulez, pro-démocrate ou pro-Biden ou des comptes de syndicats, etc., vous verrez toujours du contenu poussé par Elon Musk, des vidéos spectaculaires, choquantes. Je pense que ça, c'est des choses qui sont perceptibles parce que c'est visible, c'est vécu par les gens. On voit plus de choses choquantes, on voit plus d'images en fait qui nous font peur, qui éprouvent nos sens en quelque sorte. Et donc tout ça, ça endort l'esprit critique. Si je devais dire dans d'autres termes ce que dit très bien et très presque poétiquement le texte sur l'hypnocratie. Donc si vous voulez, c'est une sorte d'ancienne méthode hypnotique appliquée à la réalité absolument vertigineuse et impossible à contrôler, incontrôlable, qui paraît en tout cas incontrôlable des réseaux sociaux. Mais ce qu'il faut immédiatement ajouter, c'est que ça nous paraît incontrôlable, mais que ça n'est pas inéluctable. C'est-à-dire qu'on n'est pas enfermé dans cet état de transe. On peut en sortir en quelque sorte, on peut en guérir. Et ce qu'on essaye de proposer aussi, c'est un petit peu les voies et des propositions pour sortir de cet état de léthargie, si on veut. Alors le véritable pouvoir, je poursuis avec une autre citation, le véritable pouvoir de ces systèmes réside non pas dans leur capacité à censurer ou à contrôler l'information, mais dans leur aptitude à façonner l'architecture même de la perception. Vous citez tout à l'heure X, on peut citer évidemment le cas de TikTok. Quelles conséquences sur le débat démocratique, mais aussi sur la perception des crises géopolitiques par les opinions publiques internationales? Je pense notamment à l'Ukraine ou à Gaza. La première conséquence, si vous voulez, c'est que un algorithme montre on ouvre un réseau social et on voit ce que nous montre l'algorithme. Donc, et ce que nous montre l'algorithme est une boîte noire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, quand on s'inscrit sur Facebook, sur TikTok ou autre, on voit pas quelque chose qui nous dit, on n'a pas une page explicative qui nous dit voilà comment fonctionne l'algorithme. Si vous likez un peu de ça, vous allez voir ça. Si vous likez un peu plus de ça, vous en verrez un peu plus, etc. Ça, c'est une espèce de promesse, mais à laquelle même plus personne ne croit. Donc, les conséquences sur le débat démocratique sont effectivement, évidemment, dramatiques, mais je dirais que ça va même plus loin. Et là, ça permet peut-être d'introduire un autre texte de ce volume, qui est le texte de Marietje Schaake, qu'elle appelle le coup d'état permanent de la Silicon Valley, qui est un concept vraiment très très opératoire pour décrire un petit peu ce mouvement un peu le lancement des réseaux sociaux dans nos vies, où c'est l'utopie, c'est la liberté. C'est nourri par une illusion que ces technologies vont nous aider à nous connecter entre nous. Les printemps arabes, il faut se souvenir de ce que c'est les réseaux sociaux au début des années 2010. C'est Zuckerberg, etc. C'est des gens dans leur garage qui sont très cool, qui sont en t-shirt, qui sont des super codeurs et qui en fait vont créer la liberté depuis la Californie et la répandre sur le monde. Aujourd'hui, en fait, on voit que le programme explicite de ça, c'est le fichage unique à la chinoise. Ça, c'est très clairement aujourd'hui des entreprises comme Oracle, immense entreprise, langage JavaScript, etc., ça vient d'Oracle, de base de données. Des entreprises comme Palantir, l'entreprise de Peter Thiel, qui est un personnage, peut-être qu'on y reviendra, tout à fait fascinant, dont on publie aussi un texte dans le volume, et dangereux. C'est le contrôle de la population par ces algorithmes et par ces données, donc par ces réseaux sociaux. Donc perçu comme un danger par ces régimes autoritaires est devenu finalement un outil pour réprimer, contrôler davantage des populations. Alors, l'exemple chinois est assez parlant parce que en fait, ce qu'on voit aux États-Unis, c'est d'une manière un peu, j'allais dire, chaotique, ce que la Chine en fait a fait avec le numérique depuis 10 ans. C'est-à-dire que la Chine a fait en gros, le Parti communiste chinois et sa verticalité, sa volonté de contrôle autoritaire de la société, s'est saisi des outils numériques, de l'IA, la reconnaissance faciale à l'aide de l'IA, aux réseaux sociaux qui en fait sont liés en Chine plutôt à une espèce d'app à tout faire qui s'appelle WeChat, sur laquelle vous pouvez rien faire en Chine et qui effectivement contrôle, note tout ce que vous faites de manière très rationnelle. Là où effectivement on pourrait dire quelle est la différence entre le fait que vous prenez un Uber, vous le notez, vous donnez à Uber vos trajets, vous allez au restaurant, le restaurant dans lequel votre Uber vous a emmené, vous l'avez trouvé sur Google, donc Google c'est ça. Enfin, vous voyez, là on a une tentative en fait avec ce déplacement de la Silicon Valley qui a déjà, renforcé son pouvoir au cours des dernières années,
dans les lieux effectifs du pouvoir exécutif aux États-Unis. Et donc c'est ce projet-là qui est très dangereux et qu'on essaye de documenter. Alors on parlait du modèle chinois dans lequel la Russie, on ne cherche pas à proposer une réalité alternative unique, mais à créer de l'incertitude chez les adversaires. D'abord, en quoi est-ce que c'est très singulier ? Et je voudrais vous faire réagir par ailleurs à ce qu'on a pu apprendre fin avril, puisque les autorités françaises ont mis en cause pour la première fois de manière inédite, l'implication du service de renseignement militaire russe dans plusieurs incidents qui étaient survenus ces dernières années, notamment la campagne présidentielle de 2017. On peut parler là aussi d'un début de sursaut européen et français en l'occurrence ? Alors oui, pour répondre à la première partie de votre question, effectivement, l'entretien de l'incertitude dans la stratégie russe, ça fait écho à un nom et à un personnage que les gens connaissent désormais, beaucoup de lecteurs et de lectrices connaissent désormais sous le nom du mage du Kremlin, mais qui est Vladislav Surkov, dont on publie aussi un texte absolument passionnant, très très court, très très bref dans le volume, et qui a été, comme on le sait, conseiller de Poutine, etc. Sur la deuxième partie de votre question et l'influence russe, les ingérences et les projets russes en Europe, c'est extrêmement clair. Là aussi, je pense qu'il y a peut-être un sursaut, oui, qui est plus récent, mais c'est là encore une chose qu'il faut répéter. Je pense que il y a eu un sursaut avec l'Ukraine, très clairement, mais l'Ukraine reste finalement... les gens suivent cette guerre, on le voit très bien, c'est évident. Mais ce qui est très clair et ce qui est très explicite, à la fois dans le discours de Poutine, dans le discours de Surkov, dans le discours de quelqu'un qui s'appelle Sergei Karaganov, dont on vient de publier un entretien, qui a accordé un entretien au Grand Continent. En fait, la suite, c'est l'Europe. La guerre de Poutine est une guerre contre l'Europe. C'est explicite dans le discours et ça se passe également dans les faits. On a vu en Roumanie, par exemple, lors de la présidentielle. La présidentielle en Roumanie, d'autres élections. La nouveauté, c'est que on connaissait ces ingérences russes. La nouveauté, c'est qu'il y a des ingérences américaines également. La Roumanie, en fait, c'était une ingérence russo-américaine, puisque l'implication de Musk pour pousser d'abord Georgescu au mois de décembre et ensuite Simeon était très claire. Deux candidats d'extrême droite. De candidats d'extrême droite, pro-Moscou. En Pologne, le candidat qui a gagné la présidentielle de très peu, Nawrocki, il y a un gouvernement de Donald Tusk qui en plus a gagné hier ou avant-hier un vote de confiance. Mais le président de la République de Pologne a un pouvoir de nuisance et de veto qui est très clair. Donc c'est un vote qui a des conséquences. Or, Nawrocki était un candidat trumpiste. D'ailleurs, la ministre de l'Intérieur de Trump, Kristi Noem, avait fait un meeting pro-Nawrocki en Pologne 3 jours avant l'élection. C'est du jamais vu, si vous voulez. Et avant ça, on avait évidemment le discours de Munich de J.D. Vance, où il appelle, à mots pas du tout couverts, à voter pour le parti d'extrême droite néo-nazi AfD. Est-ce qu'on peut parler d'un agenda commun, si on met peut-être de côté, en tout cas pour l'instant, le cas ukrainien entre Moscou et Washington ? Il y a évidemment eu des rapprochements. Enfin, ça, c'est la séquence des dernières semaines que tout le monde a pu suivre. Mais il y a effectivement un agenda commun qui en tout cas, où la chose en commun, c'est vassaliser l'Europe, faire en sorte que l'Europe n'ait plus d'agency ou de capacité à agir. Et c'est là où je pense c'est de là que doit venir le sursaut, parce que l'instrument de ça, c'est d'abord et avant tout ce qu'on utilise tous les jours, c'est-à-dire les technologies. Donc c'est un peu tout ça que le volume essaye de dire. Alors vous citiez le mage du Kremlin, l'un des grands livres de Giuliano d'Ampoli qui dirige donc ce volume. Il insiste dans l'introduction à ce volume sur l'avènement d'une nouvelle théorie du bonheur, celle du techno-césarisme. Comment est-ce que vous pourriez la définir ? Le techno-césarisme, là il y a des textes qu'on a mis en... Le cœur du volume est constitué de textes sources, pièces de doctrine, comme vous le dites. Alors les pièces de doctrine c'est vraiment plutôt des archives. C'est plutôt une section d'archives on est allé exhumer des textes. C'est un travail qu'on faisait avec les Russes et les Chinois parce que les Européens ne connaissaient pas les intellectuels russes et chinois, ou les grands textes de doctrine des Russes et des Chinois. Avec les Américains, c'était moins intuitif de le faire parce que beaucoup de gens lisent la presse en anglais. Mais il y a ces textes qui sont très inquiétants, de grands gourous de la Silicon Valley, parfois c'est des blogueurs, parfois c'est des choses très très bizarres, mais qui mises ensemble, effectivement, montrent un peu le programme qui est celui de la nouvelle élite trumpiste qui est en train d'essayer d'asseoir son pouvoir pour longtemps à Washington.
Et le techno-césarisme, c'est, vous avez le mot valise, quoi, l'alliance des deux mots, le césarisme, donc une concentration du pouvoir sur la personnalité du chef, de l'exécutif, et la technologie, la technique. Un texte de Marc Andreessen, qui est donc le fondateur et qui contrôle le fonds Andreessen Horowitz. C'est un des membres de la PayPal Mafia, hein, les gens qui ont fondé PayPal, donc Musk, Thiel, etc., qui en fait... En gros, il y a un texte de Curtis Yarvin également, qui est un autre blogueur, personnage très inquiétant, qui lui aussi a donné un long entretien au Grand Continent. Et au fond, c'est des CEO d'entreprises qui vous disent que le président des États-Unis devrait être un CEO. Pour résumer, qui est au service de qui dans ce techno-césarisme ? Est-ce que c'est le politique qui est au service des forces des big tech ou le politique maintient malgré tout une forme de primauté, de domination et d'orientation des décisions ? Je pense que là où c'est assez inquiétant et assez nouveau, c'est qu'il y a une convergence sur la transformation, sur selon eux, la nécessité de transformer la démocratie américaine, de subvertir la démocratie américaine. Avec l'idée d'un nouveau contrat social qui serait nécessaire, c'est ce qu'évoque Sam Altman. Alors, Sam Altman l'évoque avec des mots, effectivement, qui vont dans le même sens, qui sont pas un programme aussi explicite que celui de Yarvin. Thiel aussi est assez ambigu sur ça. Mais la chose qu'on arrive quand même à retracer, si vous voulez, à redécouper, c'est simplement prendre le pouvoir qui était au peuple, selon les premières phrases de la Constitution des États-Unis, prendre ce pouvoir et le concentrer sur la tête d'un chef ou de quelques chefs pour contrôler la société. Et pour contrôler la société avec quels outils ? Avec les formidables ressources que permettent pour eux des technologies boostées à l'intelligence artificielle, elles-mêmes boostées par des énergies fossiles, parce qu'après tout, on a bien vu que la transition climatique n'était même pas un sujet pour ces dirigeants-là. Donc, c'est un accélérationnisme réactionnaire, pour reprendre cette formule qui est toujours assez opérante. Jusqu'à quel point, Matteo Malik, les derniers présidents démocrates, Barack Obama puis Joe Biden, avaient résisté aux sirènes de la Silicon Valley et à leur projet de révolution presque anthropologique ? Je pense notamment à la critique formulée à la fin du mandat par Joe Biden contre le complexe techno-industriel. Alors effectivement, il y a une chose qui est très forte, qui était très, très importante, effectivement, c'est comme outil, c'est le droit de la concurrence et la capacité qu'avaient les États-Unis à lutter contre les monopoles des big tech. Parce qu'au fond, c'est quand vous êtes dans une situation monopolistique que vous avez du pouvoir. Vous créez des conditions où un marché ne peut qu'être défaillant puisque personne d'autre que vous ne peut arriver sur ce marché. Les présidents, je dirais que c'est un peu... C'est à double teinte parce qu'il y a effectivement eu, et notamment sous le mandat Biden, on peut penser à des personnes comme Lina Khan, par exemple, à des personnalités comme Barry Lynn, qui est lui aussi un contributeur du Grand Continent, qui effectivement se sont battus et ont été les avocats de cette lutte contre les big tech et contre les monopoles. Mais d'un autre côté, comme je le disais, comme le rappelle à mon avis très bien Mariette Ueshake dans le volume, il y a eu un enthousiasme très fort au début de la lancée de ces réseaux sociaux qui a enclenché, à mon avis, un mouvement qu'il était difficile ensuite contre lequel il était très difficile de lutter. On l'a vu notamment lors de la Révolution verte en Iran en 2009 avec l'usage de Twitter et l'intervention de Hillary Clinton à l'époque. Exactement. Et en fait, il y a le discours qui aujourd'hui est porté, mais qui aujourd'hui est de manière explicite porté au service du pouvoir trumpiste, sur la liberté d'entreprendre, la liberté d'expression, etc., a été un instrument très clair de ces mêmes personnes de la Silicon Valley pour dire, au fond, on est gentils. C'est pas nous les méchants, nous, voilà, on est les gentils. Dans un monde où il y a toujours plus méchants, si vous voulez, il y a toujours plus méchants que les entreprises de la tech de la Silicon Valley. Donc, je pense que ça a été une limite qui a... et puis un travail de lobbying qui a été évidemment très très fort. Enfin, quand on dit que la Silicon Valley arrive à Washington avec cette élection, en fait, elle y pose ses valises. Elle s'y installe même physiquement. Zuckerberg achète une maison à 2 pas de la Maison Blanche. Mais en réalité, elle avait évidemment déjà ses entrées et elle n'aurait pas pu réaliser autant d'avancées, que ce soit au Congrès en obtenant des législations favorables ou même à la Maison Blanche. On pense aussi à
quelqu'un comme Musk, dont une grande partie de sa fortune repose en fait sur des contrats gouvernementaux, que ce soit SpaceX, que ce soit même Tesla en termes de subventions sur les véhicules électriques, ou même à Palantir. Enfin, Palantir, c'est l'entreprise de Peter Thiel, le Google de la défense, le Google des espions. C'est une entreprise qui, depuis le début et jusqu'à maintenant, vit principalement sur des contrats gouvernementaux. Au-delà de Musk, justement, c'est Peter Thiel qui est peut-être l'homme le plus intéressant à suivre si on s'intéresse aux interactions entre le pouvoir politique et les big tech. Peter Thiel a une particularité par rapport à Musk, c'est que, d'abord, c'était le seul, un des seuls, mais vraiment le seul de manière aussi visible, à soutenir Trump en 2016. À l'époque, ça faisait scandale dans la Silicon Valley. Aujourd'hui, on voit que l'alignement est quasi total. La chose qui est intéressante par rapport à Musk, c'est que Peter Thiel considère qu'il est un intellectuel. Je dis bien, il considère. Ça a été un élève de René Girard, il a étudié la philosophie, il a écrit des livres, il écrit des articles, il croit à l'apocalypse, il recherche les signes de l'antéchrist sur Terre. Et donc, c'est le fondateur, comme je disais, de Palantir, et c'est aussi quelqu'un qui, en termes de capital risque, fait la pluie et le beau temps, enfin, un de ceux qui font la pluie et le beau temps en Californie. Et il est effectivement plus intéressant, je ne sais pas s'il est plus intéressant, mais en tout cas il est intéressant de le lire et à mon avis nécessaire de le lire et de l'étudier parce que en fait il essaye de thématiser et de théoriser ce projet. Quand vous avez disons, des personnalités qui financent des partis politiques ou des projets politiques dont le programme comme celui de Trump est quand même assez évanescent, ça peut se limiter à une vingtaine de mesures en lettres capitales, il faut aller chercher un petit peu quelles sont les sources, qui autour de Trump lit quoi. Et en fait, quand on va chercher, qu'on voit que les gens lisent Curtis Yarvin ou Peter Thiel, ça donne à réfléchir. Et c'est aussi pour ça qu'on leur donne une place aussi centrale, non pas parce qu'on pense qu'il faut mettre en valeur ce qu'ils disent, mais parce qu'en fait, il faut les lire. Et il faut vraiment lire Peter Thiel parce que, comme je disais, c'est étonnant. C'est étonnant, le texte qu'on met de Peter Thiel, qui est un texte assez ancien. Peter Thiel est un libertarien, donc son rapport à l'État est évidemment... Comme Musk. Comme Musk, oui, comme traditionnellement Musk, mais peut-être de manière plus extrême en ce qui concerne Peter Thiel. Oui, le programme de Doge, effectivement, c'est un programme libertarien. Mais Peter Thiel, en fait, a thématisé assez tôt le fait que, en gros, pour être vraiment libre, on ne peut pas vivre en démocratie, et donc il faut sortir la démocratie. Quand on met en lien les premiers mois d'action de Donald Trump avec ce programme-là qui est porté par cet homme-là depuis 10 ans, 15 ans, on remet ensemble en fait les pièces d'un puzzle qui est un peu sous nos yeux et qui est de plus en plus explicite, mais dont en Europe, on n'avait pas forcément pris toute la mesure. Comment est-ce qu'on peut comprendre, Matteo Malik, l'alliage, on en parlait tout à l'heure, a priori incompatible entre ces patrons de la tech, favorables à une accélération vers le solutionnisme, le tout tech, et notamment grâce à la suppression des réglementations, donc entre ces patrons de la big tech et l'électorat conservateur, plutôt anti-mondialisation, qui a permis la victoire de Trump en 2016 et en 2020. En 2016 et en 2024, pardon. Il y a le pouvoir des algorithmes est une chose réelle. Le pouvoir des algorithmes. Est-ce qu'on peut parler a priori d'intérêts contradictoires ? Il y a a priori des intérêts contradictoires. Maintenant, il y a aussi un mouvement un peu de fond qu'on appelle Dark MAGA, Dark Enlightenment, les Lumières Noires. Qui fait que beaucoup de gens de ces patrons de la tech se sont alignés sur une vision effectivement conservatrice et réactionnaire, en fait, très, très, très clairement, avec un agenda qui comprend, je dirais, de manière intrinsèque des contradictions, mais c'est un petit peu ça la particularité de Trump, c'est qu'il mène il a une manière de faire de la politique qui consiste à satisfaire les intérêts de toute sa coalition électorale tout le temps. Donc en fait, il va satisfaire ou croire satisfaire ou créer de la perception chez un tel électeur le lundi en disant en fait on vous protège en augmentant les droits de douane, puis le lendemain il va dire en fait on va baisser les droits de douane mais c'est parce que je suis un génie, c'est parce que voilà j'ai eu cette bonne idée, et puis le troisième jour il va dire on va donner à Elon Musk un contrat pour développer SpaceX à tel endroit. Donc en fait la politique spectaculaire et la politique erratique, c'est aussi une manière d'entretenir et de faire durer cette espèce de petite musique trumpiste qui tiendrait ensemble cette coalition électorale. La vraie tension, c'est la tension entre cette politique spectaculaire et la volonté
de personnes qui ne sont pas Donald Trump lui-même, mais qui à Washington sont convaincus d'avoir une doctrine, un projet, d'avoir mûri un projet de société, mais qui là encore est extrêmement composite, de transformation radicale de l'État aux États-Unis, et notamment de subversion de la démocratie, et qui, eux, en fait, ont voit besoin... Trump comme une rampe de lancement. Voit Trump exactement comme une rampe de lancement, mais dont le projet est peut-être à plus long terme. C'est le projet, en fait, de transformer radicalement l'élite américaine, de pérenniser, en fait, cette transformation au-delà de la politique spectaculaire de Trump. C'est ça qui est en train de se passer à Washington aujourd'hui, si vous voulez. C'est d'une part ce qui se passe sur les écrans de Trump qui signe des décrets dans le bureau ovale, etc., qui ont des conséquences, évidemment. Et un travail de fond qui est moins visible et qu'on essaye de documenter en publiant leurs textes, en les interrogeant, de toute une partie de gens qui réfléchissent à comment faire pour faire en sorte que ce ne soit pas juste un épisode, une parenthèse électorale et une coalition finalement éphémère, mais quelque chose de longue durée qui soit profondément inscrit dans l'avenir des États-Unis. Vous évoquiez à l'instant les annonces de Donald Trump. Le projet phare en matière de tech et d'IA du début de ce second mandat a pour nom Stargate. Il a pour fer de lance OpenIA, SoftBank et Nvidia qui coûtera 500 milliards de dollars. Un projet pharaonique qui, pourtant, à en croire Bloomberg, a énormément de mal à être financé. Dans sa rivalité avec la Chine, Matteo Malik, est-ce que Donald Trump a mis la charrue avant les bœufs en prenant le risque d'effets d'annonce parfois sans lendemain? Alors, le fait qu'il y ait des effets d'annonce sans lendemain et qu'il y ait parfois dans des projets annoncés finalement pas d'argent frais, mais qu'on on retrouve à... C'est malheureusement, c'est le cas dans beaucoup de politiques. Je pense que la chose qui a été assez claire et qui d'ailleurs n'a pas manqué d'être relevée, c'est que le jour de cette annonce Stargate, juste après l'investiture, la Chine lance son fameux modèle DeepSeek, qui en gros est un modèle d'IA réputé aussi performant à l'époque que ChatGPT, sinon plus, et qui moins coûte cher, beaucoup moins énergivore. cher. Moins énergivore, moins cher. La communication officielle de la Chine, c'était 6 millions de dollars pour le développer. En réalité, c'est quand même 500 millions. C'est quand même beaucoup plus, voilà. C'est beaucoup plus, mais ça n'est pas 10 ou 15 milliards et encore moins 500 milliards comme effectivement le montant du projet Stargate. Vous reprendriez à votre compte l'expression de moment Spoutnik avec la sortie de DeepSeek? Effectivement, je pense qu'il y a eu un moment de prise de conscience. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on parle désormais de moment DeepSeek. Et donc, en fait, sans la reprendre à mon compte, je pense que c'est un exemple qui en fait a servi plutôt de leçon sur le mode. À mon avis, la première leçon la seule leçon en fait vraiment pertinente qu'on peut tirer de cette affaire, c'est pas il y a tout d'un coup une supériorité de la Chine ou les États-Unis ont fait n'importe quoi. C'est en fait on sait pas. En fait, et c'est ça le gros problème avec l'IA. C'est en fait on ne sait pas dans quoi on est. Pour la spéculation, c'est très bien parce que ça permet de faire vraiment des paris. Alors, on peut aussi beaucoup perdre, mais c'est un mode d'investissement qui est quand même très particulier. C'est-à-dire qu'en fait, on construit une coalition, une bulle qui va dire c'est l'avenir de l'humanité. Et donc, on investit. On peut le noter lorsqu'on milliards. suit la valorisation, par exemple, de Palantir. Oui, alors Palantir, en fait, c'est aussi... Palantir, effectivement, c'est une valorisation qui est en train d'escalader à des sommets assez faramineux. Et Palantir, c'est clairement, pour le coup, une entreprise qui est liée au projet trumpiste dont je parlais, de vraiment transformation radicale de la démocratie. Donc le cas de Palantir il y a une dimension applicative dans Palantir. Les IA de pointe, c'est la promesse d'une théorie du bonheur du futur, comme dirait Julien Dana-Empoli. Or, toute l'astuce de ces techno-césaristes consiste à la présenter comme inéluctable. Alors qu'en fait, non, c'est pas inéluctable en fait que les États-Unis mettent 500 milliards dans l'IA. C'est un choix politique. Le travail de construction ou de déconstruction de la Silicon Valley, c'est de faire croire que c'est inéluctable et que c'est la seule voie possible. Pour terminer, est-ce que l'Europe peut échapper à la vassalisation heureuse, l'expression et du directeur du grand continent, Gilles Cressani? Effectivement, je pense que la première chose pour éviter d'être vassalisé, c'est de ne pas être un vassal heureux. Donc, c'est-à-dire au moins de s'insurger et de comprendre en fait que il y a un problème. C'est un peu ça, je pense, le moment sursaut que vous exprimiez. Donc,
ça commence par une prise de conscience. Toute forme de résistance doit commencer par la connaissance de l'ennemi ou la personne qui vous veut du mal. Vous avez aujourd'hui, on a mené un grand sondage au niveau européen au mois de mars, fin mars. Vous avez aujourd'hui une majorité d'Européens qui considèrent que Trump est un ennemi. Ça, c'est une chose qui en fait est très très. Enfin, l'opinion a déjà pris conscience de ça en grande partie. Maintenant, on entend même, c'était ce matin, Marine Le Pen critiquer les modalités d'action et les méthodes de Donald Trump. Oui, mais enfin, je pense qu'elle n'est pas la seule et on a entendu aussi des déclarations très claires de la part d'Emmanuel Macron lors du sommet de Nice. Citer Le Pen parce qu'elle considérait en 2016 que c'était un modèle. Tout à fait. Donc même si, encore une fois, l'alliance de circonstances peut toujours être bienvenue, mais effectivement, c'est intéressant de relever qu'il y a une distance qui est prise et que pratiquement, je pense, les seuls Français à l'inauguration, à l'investiture de Trump étaient les gens de Reconquête. Bon. Donc ça reste très marginal. Mais donc cette prise de conscience a lieu dans la société, dans l'opinion. On a déjà les premières métriques, les premiers indicateurs pour le voir vraiment très clairement. La question, c'est comment est-ce qu'on le traduit dans des politiques. Et je pense que ça repose sur une dimension de caractère tangible. C'est-à-dire que ça peut paraître assez évident, mais dans les démocraties, on a toujours beaucoup de mal à faire des choses très difficiles quand la menace n'est pas vraiment sous nos yeux. La dernière fois qu'on a, au niveau européen, par exemple, fait un bond en avant institutionnel important, un des derniers, c'est au moment du Covid, avec l'emprunt commun, etc. Et bon, le Covid, et les politiques de confinement, il y a la perspective de la mort qui s'approche, qui est là. Donc, vous voyez, il est minuit moins 5. Il est minuit moins 5. Je pense qu'on est en train de s'acheminer vers ça, mais qu'on n'est pas tout à fait. C'est peut-être ce qui explique la lenteur dans la réaction ou l'insuffisance de la réaction des Européens par rapport à cette double menace, à la fois de la Russie, qui est très tangible et qui, je pense, là, pour le coup, les dirigeants politiques ont plus compris, et désormais américaine par le biais des nouvelles technologies. Il faut presque une guerre d'indépendance numérique pour résister à ça. Parce qu'on sait très bien que c'est un mouvement de fond et que ce n'est pas en disant aux citoyens fermer TikTok ou ne télécharger plus cette application que ça va vraiment changer les choses. Merci beaucoup Mathéo Malik d'avoir été avec nous sur Radio J. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du site Le Grand Continent qui publie donc son volume annuel L'Empire de l'ombre, guerre et terre au temps de l'IA. C'est passionnant et c'est publié aux éditions Gallimard. Merci à vous, à bientôt. Merci.